Les enjeux d'aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes personnes pour répondre aux besoins sur des nouvelles compétences. Je pense que c'est vraiment important de voir l'IA générative comme un outil. Et l'IA ne va pas impacter que les métiers du numérique, mais beaucoup d'autres métiers, et a déjà commencé. Bonjour, c'est bon, ça marche. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Donc on va parler des nouveaux métiers, nouvelles opportunités, nouvelles compétences, à nous le numérique, compétences numériques et tech plus globalement. Pour parler du contexte rapidement avant de faire un petit tour de table. Donc en gros, on l'a vu, le numérique transforme rapidement tout un tas de pans d'activités, de métiers, de modèles économiques également. On le voit, on parle beaucoup en ce moment de l'IA générative et de l'impact qu'elle va pouvoir avoir, bien sûr, sur les métiers. Alors, est-ce que ça va impacter les développeurs? Est-ce que ça va impacter les plombiers? Voilà, on ne sait pas. Alors, il y a l'IA, mais il n'y a pas que l'IA, bien sûr. Il y a tout un tas d'autres technologies qui impactent les métiers. Donc, on va essayer de parler de ça avec nos intervenantes aujourd'hui. On va essayer de voir concrètement quels métiers vont être impactés, par quelles technologies ou par quelles évolutions. Et puis ensuite, on essaiera de voir quelles solutions existent pour accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi et globalement toute personne qui souhaite évoluer, les entreprises également. Voilà. Donc moi, je suis Frédéric Honora. Je représente Numéum, qui est le syndicat principal des entreprises du numérique en France. Donc nos adhérents... pour n'en citer que quelques-uns, Capgemini, Microsoft, Google, etc., etc. Bon, il y a 2500 adhérents, donc je ne peux pas les citer tous, évidemment. Des grosses entreprises, des petites, des éditeurs, des entreprises de services, etc. Des startups, voilà. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'être entouré par des spécialistes de l'emploi, du numérique, etc. Je vais vous demander à chacune de vous présenter. Nous attendons également une autre personne qui va arriver, qui a été un peu retardée. Et voilà, donc en attendant... Si vous voulez bien vous présenter, nous dire, vous, votre structure et rapidement vos enjeux du moment. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin. Je m'appelle Adélaïde, je suis la directrice du Wagon à Toulouse. Le Wagon, c'est un organisme de formation qui existe depuis 10 ans et on forme des personnes qui veulent monter en compétences ou des gens qui veulent changer de vie, se reconvertir au métier de la tech. Je dirais les enjeux du moment, c'est justement de développer, de mettre à jour des formations qui sont pertinentes et adaptées au monde du travail. Et donc, c'est le thème du jour, aux nouveaux métiers et aux nouvelles compétences, que ce soit, comme vous l'avez très bien cité, en IA, en data science, en développement web, pour que tout le monde soit au goût du jour. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi c'est Mathilde Moras, je suis ressource manager chez SCC. SCC, c'est un intégrateur de matériel logiciel informatique. On est présent en Europe et en Asie, premier groupe français, et on a à peu près 3300 collaborateurs. Et une de nos activités principales, au-delà du matériel, de la vente de matériel logiciel informatique, c'est la prestation de services. Et pour rejoindre ce qui a déjà été dit, c'est vrai que les enjeux d'aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes personnes pour répondre aux besoins sur des nouvelles compétences et avec des compétences, avec des nouvelles technologies où c'est difficile de trouver. Généralement, nous sommes sur des moutons à 5, 10 ou 15 pattes et ça en devient de plus en plus compliqué. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je suis Hélène Tapp, je suis professeure des universités, c'est-à-dire que j'ai une double casquette d'enseignant et de chercheur, enseignante à Toulouse INP ENSEIT, une école d'ingénieurs, et chercheur au LAS, un laboratoire du CNRS. Et je suis ici au titre de la toute nouvelle fonction que j'occupe, qui est directrice de la Graduate School d'Anity. Alors, Anity, c'est quoi? C'est l'Institut toulousain en intelligence artificielle et naturelle. Donc, nous sommes tout nouvellement, depuis printemps, labellisés par le président de la République comme cluster international. Donc, c'est une belle reconnaissance pour Toulouse. Donc, cet institut regroupe à la fois des institutions publiques, des universités et des industriels. Donc, on est pionnier dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de confiance. Donc, c'est quoi une intelligence artificielle de confiance? C'est une intelligence artificielle qui soit fiable, qui soit éthique, qui soit robuste et explicable. Donc, facilement, c'est souvent vu comme une boîte noire et nous, il nous tient à cœur à ce qu'on sache expliquer au grand public ce que fait l'IA. Voilà.
Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Montagnier, je suis directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain, qui est un lieu situé à Montpellier qui a été créé et qui est porté par la région Occitanie. Et dans ce lieu, nous partons en exploration vers le futur. Et donc nous travaillons sur des dynamiques de prospective et d'expérimentation à notre façon, puisqu'au niveau de la prospective, nous utilisons beaucoup les imaginaires et également des méthodes plus traditionnelles de prospective. Et surtout, nous faisons la promotion de l'expérimentation et de la nécessité de tester des choses dans ce monde en incertitude. Voilà. Merci. Vous avez créé une DeLorean en quelque sorte à l'échelle d'un bâtiment. La DeLorean étant la voiture d'un retour vers le futur. Exactement. Et nous faisons d'ailleurs des interviews immersives assez souvent où nous partons avec la musique de Retour vers le futur. Voilà, donc, on y est. Frédéric, on est connecté. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer. Je voulais poser la question à Hélène, puisque vous représentez finalement l'initial, le côté académique. Chez Anity, c'est ce que vous faites. Alors, quand on parle de technologie de rupture, de quoi on parle déjà? De quel type de technologie on a en ce moment ou dans un futur proche? Court, moyen, long terme? On peut parler de long terme d'ailleurs? Alors long terme, c'est très difficile parce que l'IA, c'est une véritable révolution qui bouleverse déjà beaucoup de métiers et qui, demain, on le sait, bouleversera énormément de métiers. Et c'est une véritable révolution. Donc, à long terme, c'est difficile de s'exprimer. Mais bon, aujourd'hui, les métiers de l'IA, et donc, je veux dire, à Toulouse, on est quand même de renommée internationale sur la formation des spécialistes en IA. Mais voilà, il y a le mot spécialiste qui est important. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est beaucoup des scientifiques, des ingénieurs. On a des data scientists, des personnes qui font de la vision par ordinateur. Voilà, beaucoup de diplômes d'ingénieurs universitaires avec de vrais spécialistes. Demain, très clairement, on va avoir besoin de compétences beaucoup plus transverses. Donc demain, je suis vraiment à court et moyen terme. À long terme, c'est beaucoup trop compliqué de se projeter là-dessus. Donc on va avoir effectivement de nouveaux métiers qui vont apparaître et à la fois des spécialistes de l'IA, mais dans un contexte donné, parce qu'il va falloir beaucoup spécialiser l'IA à différents contextes. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous citer? La finance, le droit, l'IA et le droit, c'est déjà sujet à controverse, à beaucoup de travaux aujourd'hui de recherche, mais qui demain seront enseignés à nos étudiants. On a le développement durable. On va avoir des spécialistes de l'IA pour le développement durable. Comment gérer mieux les ressources, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient au niveau de l'eau, au niveau, etc. On va avoir des spécialistes de l'IA dans la santé, évidemment. Ça a déjà commencé pour l'imagerie, pour le diagnostic. Mais voilà, on va avoir tous ces métiers à double compétence qui vont apparaître et pas forcément dans les domaines scientifiques. J'ai cité le droit, mais il y a l'art également, les sciences humaines. Voilà. Et parmi les scientifiques, il faudra élargir leur formation à tout ce qui est éthique, à tout ce qui est droit également. Donc on va avoir aussi besoin d'élargir les compétences de nos scientifiques, de spécialistes de l'IA aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Céline qui vient d'arriver, Céline Chauvet, de France Travail. Si tu veux bien te présenter en 1 minute et puis ensuite je te reposerai une petite question. Alors d'abord, je vais commencer par m'excuser pour mon retard. J'ai beaucoup tourné et viré pour trouver une place de parking. Le quartier est pas simple. Voilà. Donc Céline Chauvet, je suis directrice territoriale déléguée de France Travail Hérault. Aujourd'hui, je suis là non pas au titre de l'Hérault, mais au titre de l'Occitanie, puisque on est aussi chaque territoire prend en charge une filière, et donc sur la filière des métiers du numérique et un peu plus largement de la tech, c'est donc la direction de l'Hérault qui chapeaute le sujet et qui, alors chapeauter, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, parce qu'il y a plein d'agences chez nous qui font plein de choses, mais plutôt qu'on impulse et qu'on essaye de créer des liens avec les partenaires, avec les entreprises pour être le plus au fait possible du secteur d'activité. Merci beaucoup et je continue par une autre question. On est en train de parler d'évolution, de rupture, de technologies qui impactent des métiers, d'évolution de métiers, de nouveaux métiers. Est-ce que vous ressentez déjà ces évolutions, par exemple l'IA? Est-ce que l'IA impacte déjà concrètement les postes qui sont demandés, etc., sur le marché du travail? Alors, je dirais que ce n'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que on sent des choses qui sont en train de changer, des entreprises qui se posent beaucoup de questions, des métiers qui vont être amenés à changer.
autour de l'IA et derrière aussi tout ce qui touche à la déontologie, me semble-t-il. Un environnement juridique aussi et cybersécurité de plus en plus prégnant dans les entreprises du numérique et plus largement dans toutes les entreprises qui se sont numérisées ou qui se numérisent. Un enjeu aussi autour du climat et du green plus largement. Mais ce n'est pas encore perceptible. C'est perceptible par rapport aux postes qui existent déjà, aux besoins qu'on n'arrive pas forcément à récupérer, aux entreprises qui nous disent le problème c'est que déjà j'ai besoin de former mes collaborateurs en interne, d'identifier quels sont mes besoins avant de vous dire voilà. Ça n'empêche pas qu'on essaye de faire des choses pour anticiper. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers SCC. SCC, concrètement, quels sont les métiers qui ont émergé et qui émergent là? Vous êtes directement lié aux besoins des entreprises et aux besoins technologiques. On parle de l'IA, mais il n'y a pas que l'IA comme métier? Non, effectivement, il n'y a pas que l'IA. Il y a aussi tous les métiers du cloud aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler, tout ce qui est DevOps, SynOps. DevOps, juste pour ceux qui... En fait, DevOps, c'est des compétences qui vont reprendre à la fois la partie développement, tout ce qui est, on va dire, construction d'une application, etc. Et tout ce qui est après derrière. Derrière, en fait, c'est faire en sorte que l'application, finalement, fonctionne sur l'infrastructure chez le client. Il y a une technologie qui a créé ce métier-là, qui est la containerisation, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, on est passé de l'hypervision à maintenant la containerisation. C'est quelque chose qui commençait à bien rentrer dans les mœurs. Et maintenant, par exemple, on nous demande des profils aussi qui sont capables de faire de la containerisation et d'être experts dans ces domaines-là, mais qui sont aussi experts sur ce qui est sécurité et réseau. Donc, on commence de nouveau, en fait, à avoir des demandes où les compétences, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et donc, c'est comment, en fait, on fait pour trouver ces compétences-là et qui sont déjà formées, parce que généralement, on nous demande forcément des gens qui sont experts dans les deux domaines. Vous m'avez dit que le DevOps était en train d'intégrer la cyber, ça s'appelle DevSecOps, je crois, ou SecDevOps, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Et comment on trouve des experts sur quelque chose qui vient d'arriver juste? C'est compliqué. Et c'est aussi compliqué parce que finalement, on souhaite répondre aux demandes du client, mais on n'a pas les compétences pour. Comment on fait en fait demain pour anticiper ces demandes-là clients? Donc, est-ce qu'on prend une partie savoir-être et en fait, on fait former nos collaborateurs sur ces nouvelles compétences? Et pour ça, finalement, c'est un peu la stratégie que SCC a adoptée et est en train de développer, c'est en fait de se baser vraiment sur la compétence avec un outil, avec de l'IA générative, en fait, finalement, qui va nous permettre déjà de voir les compétences émergentes, faire en sorte que on puisse former nos collaborateurs de demain sur ces compétences-là, refaire du reskilling et du upskilling sur nos collaborateurs aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure. Et ça, je pense que ça va nous permettre de mieux anticiper les choses. Reskilling, reconversion, upskilling, évolution de compétences? Tout à fait. Merci beaucoup. La cité des métiers de demain, micro. La cité de l'économie et des métiers de demain. La techno impacte les métiers, mais il n'y a pas que la techno qui impacte et qui crée de nouveaux métiers. Il y a des nouvelles aspirations, des nouvelles évolutions. Vous êtes au cœur vous êtes en relation avec les gens qui évoluent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes ces évolutions? Alors effectivement, la notion de technologie impacte les métiers, ça c'est une certitude. Des technologies comme l'automatisation, le digital, l'IA, Hélène en a parlé tout à l'heure. Après, il y a aussi une autre... je vais essayer de vous donner un peu une projection plus globale. C'est qu'aujourd'hui, le travail lui-même est challengé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat travailler moins pour gagner plus ou travailler plus pour gagner moins, peu importe, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est effectivement le sujet des aspirations qui sont en train de changer. Et j'ai envie de vous donner des outils et de vous renvoyer une étude qui est très intéressante, c'est le book des tendances de l'APEC, qui peut vous donner une overview un petit peu de tout ça. Et en l'occurrence, j'ai pas mal tilté sur la notion de changement d'aspiration parce que nous-mêmes, nous avons travaillé à la Cité de l'économie et des métiers de demain avec la philosophe Gabrielle Alperne, avec qui nous avons fait une étude
sur cette notion de travail dont les lignes bougent et cette crise de sens qui anime le milieu du travail. Et elle est allée regarder dans les ESAT ce qui se passait et on est allé regarder des lignes de force dans ce monde-là qui, lui, n'était pas en crise de sens pour regarder qu'est-ce qui pourrait inspirer le milieu du travail ordinaire. Et figurez-vous que ce que l'on y trouve, c'est des choses éminemment humaines. Et donc aujourd'hui, on parle de technologie. Moi, j'ai envie de vous parler d'humain aussi. Et dans les lignes de force qu'on a trouvées, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est la notion de sur-mesure. Et le second, c'est la notion d'allocation des ressources temporelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut passer des heures en réunion et c'est du temps qu'on ne passe pas à développer ses collaborateurs, par exemple. Sur le sujet du sur-mesure, il est possible, avec les lignes qui bougent dans le travail et qui vont impacter les métiers, je vais venir à la notion de métier, eh bien, on peut manager autrement. Et ça va passer par ces notions de sur-mesure, parce que là, après, on va rencontrer l'aspiration du collaborateur. Donc voilà, donc je vous renvoie à ces 2 documents qui sont intéressants. L'étude de Gabriel Alpern, vous pouvez la trouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Et j'en viens au métier. Donc la notion de métier, je crois qu'elle va être aussi bouleversée, puisqu'on va descendre au niveau des tâches. Et l'IA va nous amener à regarder ça. Et quand on va être au niveau de la tâche, on va être encore une fois sur quelque chose d'éminemment humain. Donc pour répondre à votre question, oui, au-delà des technologies, d'autres choses sont en train de se passer. Je vous invite à aller regarder cette globalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses humaines qui sont en train de se passer aussi. Merci beaucoup. Je vais poser à Adélaïde du Wagon une question volontairement provocatrice. Avec l'IA générative, demain, il n'y a plus de développeurs? Ça, c'est une excellente question. Alors, du coup, l'IA générative, juste pour faire un petit point et se remettre tous sur la même longueur d'onde, c'est la capacité de générer du contenu par justement de l'intelligence artificielle, que ce soit par la musique, l'écrit et même la création graphique. Et donc, c'est une vraie question de savoir comment est-ce que tout ça va impacter de nombreux métiers. Mais pour parler de celui de développeur, en particulier, en fait, je pense que c'est vraiment important de voir l'IA générative comme un outil d'assistance pour les développeurs, pour les aider à générer du contenu et être du coup plus productifs dans leur métier au quotidien, mais aussi un outil d'automatisation. On parlait de tâches, par exemple, tout à l'heure. Automatiser certaines de leurs tâches pour que eux se focalisent sur des tâches beaucoup plus humaines, plus complexes et plus créatives. Okay. Et si je peux retourner votre question, du coup, je pense que c'est intéressant de se demander comment les développeurs aujourd'hui vont et peuvent utiliser l'IA générative pour améliorer leur quotidien. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans ce questionnement-là et c'est déjà le cas. En fait, si je peux vous donner des exemples très concrets, il y a des outils, par exemple, il y a GitHub Copilot qui est déjà utilisé. GitHub Copilot, pour ceux qui ne savent pas forcément. Alors, c'est un outil pour aider les développeurs, surtout les développeurs qui sont juniors, à générer du code pour en fait s'en servir dans leur développement plus global. Et ça, c'est vraiment une technique des développeurs, c'est qu'on ne réinvente pas la roue, on se sert de ce qui existe déjà pour aller plus vite, mieux et éviter les erreurs. Donc ça, c'est des outils qui existent déjà. Donc ça aide énormément à aller plus vite, à être plus productif, etc. Mais on peut aussi, par exemple, utiliser des outils, on connaît tous, pour aller justement poser des questions et avoir des réponses, notamment en génération de code, en génération de documentation, qui est, on va dire, la bibliothèque des développeurs. Mais pour aller un cran plus loin, on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour aider les développeurs, notamment dans l'amélioration des interfaces utilisateurs. Donc c'est ce qu'on voit quand on ouvrez votre téléphone et que vous avez une interface graphique qui vous plaît avec une bonne expérience et des jolies couleurs. Ça, c'est le résultat justement d'études et les développeurs peuvent se servir de l'IA pour aller plus loin et faire encore plus coller notre expérience utilisateur à nos comportements. On augmente la valeur ajoutée finalement des personnes. Donc là, on est sur une évolution qui rejoint un peu ce dont tu parlais tout à l'heure, en effet, d'acquérir d'autres compétences et savoir-être. Hélène, tu voulais rebondir? Oui, je voulais rebondir parce que je suis complètement d'accord avec ce terme d'assistant. L'IA générative, c'est notre assistant. On n'insiste jamais assez auprès des étudiants. Vous savez tous, même les lycéens se sont emparés massivement des IA génératives quand elles sont sorties. Ça a beaucoup perturbé les enseignants. Mais ils ne s'en sont pas toujours bien emparés. Parce qu'en fait, ils ont eu l'impression que l'IA générative allait faire à leur place. En fait, l'IA générative, c'est
Et le problème, c'est le mot « i » dedans. Intelligent, c'est pas du tout intelligent. Donc, c'est les humains qui ont créé l'algorithme qui sont intelligents. Donc, il faut... Nous, dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, on a appris... nos étudiants se sont également emparés massivement de l'IA. On leur a appris à l'utiliser comme il faut et on continue à le faire. Et pas le prendre pour quelqu'un d'intelligent. C'est un assistant à qui on peut confier des tâches qui est bien plus efficace que le cerveau humain pour traiter des données, une grande quantité de données, mais pas du tout pour les analyser, pas du tout pour les comprendre, pas du tout pour prendre des décisions. Cette expertise, on doit la garder. Et pour revenir à ta question sur les développeurs, on va avoir le même souci. Effectivement, il y a des outils qui permettent de créer du code. Ils sont pas mal, de même de faire des passerelles entre un code dans un langage et de le produire dans un autre. Ça marche pas mal, mais il faut garder derrière cette expertise de l'informaticien pour être capable de vérifier que le code est correct, efficace, robuste, éthique, etc. Et ça, effectivement, nous, on s'interroge beaucoup pour la formation de demain sur les volumes d'étudiants à former, parce qu'effectivement, l'informaticien, c'est pas méprisant de dire de base, mais je veux dire celui qui est là pour coder, ça va lui faire gagner énormément de temps. Qui dit énormément de temps peut conduire à une réduction du nombre d'emplois. Mais par contre, à une augmentation de la spécialisation et du niveau de technicité de ces ingénieurs qui devront être capables d'analyser ces codes fournis par les IA génératives et ou à concevoir les IA génératives. D'accord ? Donc, nous, on est un petit peu méfiants sur ce que va devenir le marché du travail en fait sur ces informaticiens à cause des IA génératives. Je pense qu'il faut un petit peu anticiper le virage qui risque d'être important parce que les IA génératives, chaque 3 mois, on a des nouvelles versions, ça évolue extrêmement vite. Voilà. Et donc voilà, il faut être vraiment, je pense, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce virage arriver dans l'informatique. J'ai envie de dire, nous, un petit peu. On a l'impression qu'on a eu, par exemple, un peu plus de mal à trouver des contrats d'apprentissage dans les domaines du logiciel. Je ne sais pas si les contrats d'apprentissage sont liés à ces évolutions-là, enfin la difficulté des contrats d'apprentissage cette année. Mais au demeurant, c'est vrai qu'il faut être vigilant, en effet. Alors, justement, Céline, au niveau France Travail, maintenant qu'on a dit qu'on est d'accord, il faut faire évoluer ses compétences et c'est très important, devenir un manager augmenté, un commercial augmenté, un plombier peut-être augmenté ou un ingénieur augmenté. Augmenter, c'est-à-dire utiliser l'IA pour améliorer son métier, sa productivité, etc., notamment l'IA. Et puis on peut aussi aller vers des nouveaux métiers. On a parlé de SecOps, par exemple, etc., tout un tas de nouveaux métiers. Il y a des métiers de pilote de drone aussi, etc. Enfin, il y a tout un tas de métiers. On parlait de la green tech aussi, la technologie au service de la décarbonation. Céline, comment France Travail accompagne les demandeurs d'emploi, toute personne qui veut justement aller vers ces nouveaux métiers et faire évoluer ses compétences ? Alors déjà en termes d'accompagnement, je pense que le premier enjeu, c'est de rassurer. C'est de rassurer parce que tout ce qu'on vient de dire là, c'est quand même très très inquiétant. Et quelqu'un qui est en réorientation, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, oui, on me dit, il y a de l'avenir, mais dans quoi, je sais pas, comment, pourquoi, etc. Et grosso modo, personne n'est vraiment capable de me le dire. Donc, il me semble que nous, notre premier enjeu, c'est de rassurer, en sachant que quand même le constat qu'on fait, une révolution qui n'est autre qu'une énième révolution du monde du travail et du marché du travail. Ce qui est important finalement et ce qui permet de pouvoir s'adapter, c'est à mon sens quelques soft skills et quelque chose qu'on va développer. D'abord d'avoir des bases solides, des bases, je vais dire des choses simples vraiment, mais en mathématiques, en français, en langue étrangère, d'avoir une ouverture d'esprit, d'être curieux, et de développer sa curiosité, parce que quand on parle de soft skills, les soft skills aussi, on les travaille, on peut les développer. On n'est pas un bloc qui ne bouge pas, mais donc de la curiosité, apprendre à apprendre, parce qu'en fait, l'enjeu de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que finalement, les métiers, les tâches ne sont plus les mêmes, que plus ça va, l'expertise est en train de se déplacer, mais dans plein de métiers, pas que les métiers de la tech, dans tous les métiers. Je peux donner un exemple très concret dans nos métiers à nous. On a des collaborateurs qui s'occupent de l'indemnisation. Avant, ils traitaient de l'indemnisation. Maintenant, ils vérifient que les dossiers soient justes. Ils ne traitent plus de l'indemnisation ou très peu. Et par contre, ils accompagnent, ils personnalisent la relation avec les personnes qui sont indemnisées. Ils vont expliquer. Donc leurs compétences de base, ça va être le relationnel, la pédagogie et l'expertise technique. Voilà. Alors qu'avant, c'était d'abord l'expertise technique. Maintenant, je la mettrais presque en 3e.
Voilà. Donc, je donne cet exemple parce que je crois qu'il faut raison garder par rapport à ces grands changements. L'enjeu, c'est qu'effectivement, il faut qu'on devienne de plus en plus agile, mais dans tous les métiers. Et l'IA ne va pas impacter que les métiers du numérique, mais beaucoup d'autres métiers, et a déjà commencé. L'enjeu, c'est vraiment, pour moi, la curiosité, la capacité à se remettre en question, à travailler en collectif, ça aussi, travailler pas tout seul dans son coin. Et ça va être un vrai sujet, à mon avis, chez certains développeurs. Mais le côté de se remettre en question, d'analyser sa pratique, etc., c'est vraiment des choses que moi, je vois de plus en plus dans les méthodes de recrutement qu'on met en place et dans les attentes que nous donnent les employeurs. C'est vraiment des choses qui ressortent. Après, comment on accompagne? Donc, c'est déjà... Pour répondre à ta question, d'abord en faisant prendre conscience les personnes de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des compétences de base, il y a des connaissances techniques à acquérir, mais il y a aussi des savoir-être, et des savoir-être qui vont être importants pour avoir l'agilité. Je discutais avec quelqu'un, on parlait du no-code et on disait, mais sur l'IA comme sur le no-code, ce qui est nouveau, c'est que finalement, il y a des gens qui sont des jeunes diplômés et ils en savent plus quand ils arrivent dans l'entreprise que des gens qui ont 10 ans ou 15 ans dans l'entreprise. Là, on est sur une question de posture. Il faut avoir la posture adaptée pour que ça passe avec les collègues. Et pour ceux qui sont là depuis 15 ans et qui étaient des experts, là aussi, il faut avoir une posture d'apprenant tout le temps. Donc, vraiment, j'insiste sur les soft skills. Après, sur les compétences, je peux en parler de suite, comment on peut nous développer les compétences. Je ne veux pas monopoliser la parole. Alors, on travaille à la fois sur l'identification des personnes et de leur potentialité, au travers de méthodes de recrutement, des fois très simples, du job dating, le travail que nous faisons ensemble d'ailleurs avec Numéum autour de Numérique Emploi, où on reçoit des demandeurs d'emploi, un conseiller avec un recruteur, non pas pour un entretien, pour le recruter tout de suite, mais pour un entretien conseil et pour identifier justement, avec notre double regard, ce regard croisé, lui donner un conseil par rapport à son projet professionnel dans le numérique. Donc ça, c'est une première chose. On a des recrutements où on travaille sur des méthodes centrées sur les habiletés, on travaille on fait des hackathons, voilà, où on met les gens en situation de faire plutôt que de regarder les CV. Donc voilà, des méthodes très différentes pour recruter et pour accompagner la formation, parce que le recrutement, il peut se faire. Le pré-recrutement peut se faire aussi en amont de la formation et nous, c'est ce qu'on préfère parce que du coup, c'est un engagement fort pour les deux personnes et l'apprenant et l'entreprise qui s'engage avec nous. Donc, on peut former sous la forme de formation préalable au recrutement que nous finançons, où la personne est stagiaire de la formation professionnelle, avec des durées qui ont été élargies et qui peuvent être adaptées en fonction des besoins des personnes. On fait très souvent aussi ce qu'on utilise le plus pour des personnes qui sont en reconversion. Pour des personnes à qui il manque un petit quelque chose, ça, c'est formations préalables au recrutement, c'est le top. Pour des personnes qui sont en réorientation, on va plus aller sur de la formation qualifiante, où on travaille beaucoup avec le conseil régional. Et puis, souvent derrière, en plus, des formations courtes et des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage pour être vraiment au plus près du besoin de l'entreprise, qui évolue très très vite. Merci beaucoup. Question pour la Cité. La Cité, vous avez créé finalement un cadre pour les demandeurs d'emploi, les entreprises, les salariés, etc. C'est ça pour permettre d'accompagner cette évolution ? Alors oui, vous parlez du mythe de la cité, de l'économie et des métiers de demain. Nous sommes un lieu complètement ouvert, complètement gratuit, où une programmation se déroule toute l'année. 60% de la programmation est réalisée par les acteurs de l'écosystème qui viennent réaliser des actions, dont la Mêlée, que nous voyons souvent d'ailleurs, et qui est un éminent partenaire. Et 40% de la programmation est fabriquée par nous propres sur la base de lignes de force portées par la région Occitanie. Donc, vous pouvez bénéficier à titre gratuit de toute cette programmation. On n'a pas du tout de sélection particulière sur aucune population. Et nous, en propre, nous développons 5 programmes qui vont de la conférence inspirante jusqu'à un programme jeunesse qui est notre dernier né à destination de la filière agricole, jusqu'à un programme de prospective et un programme d'expérimentation autour du futur du travail, d'où ma première intervention sur ces lignes de fond qui bougent. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Donc nous avons aussi beaucoup de publications que vous pouvez
consulter avec facilité. Je serais très heureuse aussi de répondre à vos questions. Si je peux me permettre de rebondir sur 2-3 petites choses qui ont été dites. Assez rapidement, pardon, parce que j'ai l'œil le sur temps le file. temps. Moi, je voulais aussi vous envoyer des messages aujourd'hui sur parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu anxiogène, tout ce qu'on se dit et tout ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que tout ce contexte, nous le vivons tous. Et qu'il est certainement très intéressant de partir de soi et de ce qui est de l'ordre de son talent. Puisque si on considère que demain, ce sont aussi les compétences humaines qui vont faire des différences, j'ai envie de vous rassurer sur un point, c'est partez de vous pour arriver à construire quelque chose à partir de vous-même et de ce qui est de l'ordre de votre talent. Alors je vais vous donner un autre outil que vous pourrez regarder qui moi m'a beaucoup servi, qui s'appelle le test Le Gallup, qui est un test qui permet d'identifier ses forces et ses faiblesses, en sachant qu'aujourd'hui on est dans un monde où on se fatigue beaucoup. Au-delà de la crise de sens, on a beaucoup de problématiques de burn-out, etc. Et ce test permet d'identifier vraiment les tâches qui nous coûtent pas d'énergie et celles qui nous en coûtent beaucoup. Et à partir de là, vous identifiez votre talent et là où vous pouvez être bon sans forcer. Ok, alors c'est pas très français tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas notre dynamique d'habitude, mais c'est vachement utile dès lors qu'on rentre dans le monde dans lequel nous allons rentrer, qui va être un monde de technologie, assurément, et dans lequel nous allons devoir aussi nous économiser, mais être pertinents sur les tâches que nous allons devoir réaliser. Voilà. Merci. Le test, le Gallup. Le Gallup. Ça s'écrit de mémoire G-A-2-L-U-P. Ok, merci beaucoup, très intéressant. SCC, vos clients, ils évoluent. Là aussi, alors on dit, on accompagne des demandeurs d'emploi, on accompagne des salariés. Comment on accompagne des clients sur ces évolutions-là, ces ruptures? Avec notre expertise, on accompagne nos clients avec notre expertise, notre savoir-faire. Par rapport à leurs demandes, on va les pousser soit plutôt à aller vers de l'assistance technique ou plutôt du projet parce que ça correspond mieux finalement à leurs demandes. Et c'est aussi adapté par rapport à la demande sur la compétence. Parce que, par exemple, pour un projet, je ne sais pas, sur le cloud ou M365, par exemple, ils vont avoir besoin finalement de cette expertise, pas sur toute la totalité du projet, mais peut-être 10 jours ou 5 jours. Et derrière, on va pouvoir y associer un expert à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est moins compétent techniquement, qui va pouvoir faire ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle finalement de ce projet-là. Donc c'est par ça qu'on va accompagner nos clients aujourd'hui. Merci beaucoup. Côté Anity, des nouvelles formations peut-être pour former sur les nouveaux métiers? Oui, c'est exactement le défi. Alors, il y a double défi là, des nouvelles formations pour les nouveaux métiers, mais il y a aussi faire évoluer les gens déjà en poste. Je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure. Bon, on aura besoin de faire évoluer ceux qui sont déjà là. Donc, la formation tout au long de la vie, c'est un vrai challenge pour nos formations universitaires. Comment proposer des choses qui correspondent aux besoins des industries et qui vont être, on le sait, d'ampleur. Donc, c'est à nous d'être agiles, d'être disponibles et de voir exactement quels sont les besoins. Mais là aussi, l'IA peut nous aider pour faire un mapping entre les besoins, les nouveaux métiers, les besoins en compétences qui en découlent. Et donc, les formations qu'on a, on a une base de données qui sont nos formations existantes, qui sont découpées en blocs de compétences, donc qui pourront nous permettre de répondre aux besoins des entreprises pour la formation des ingénieurs. Après, des nouvelles compétences, oui, j'ai envie de rebondir sur les SHS. On a tout à fait conscience du poids des SHS dans les formations des soft skills, des sciences humaines et sociales. Voilà, donc c'est des formations qui n'existaient quasiment pas dans les formations de scientifiques il y a 15-20 ans, qui aujourd'hui prennent une part essentielle. On est à 20% aujourd'hui de la formation d'un ingénieur en SHS, donc on a conscience quand même de cette grande importance. Des nouvelles formations pluridisciplinaires. On sait que, donc, comme on l'a dit, des psychologues de l'IA, il en faudra, on le sait demain. Donc des gens qui ont cette double casquette, des études de psychologie et de l'IA. Pourquoi ? Parce que c'est ce côté, l'IA n'interprète pas l'émotion. L'IA ne sait pas traiter l'état des personnes et prendre en compte. Donc on sait que demain, on aura besoin de ça. Des éthiciens de l'IA. Donc là aussi, des gens qui sont capables de comprendre les algorithmes et d'en détecter les biais moraux, les biais sociaux, les biais. Donc voilà, cette pluridisciplinarité qu'il va falloir, pour lequel dans les universités, on est voilà, il faut qu'on s'en empare. C'est pas là où on est historiquement les meilleurs. Donc voilà, on en a conscience et on va mettre l'accent là-dessus. Des pédagogies actives aussi. On sait que l'entreprise a besoin demain de gens qui sont immédiatement efficaces, qui seront efficaces
sujet donné. Donc mettre déjà les étudiants devant des cas concrets, si possible proposés par l'industrie, pluridisciplinaires, et les apprendre à réagir, à prendre des décisions. Voilà, il faut s'adapter, on le sait, et le challenge va être relevé. Merci, je retiens le psychologue de l'IA. J'ai cru un instant que c'était des psychologues pour ChatGPT, pour que ChatGPT puisse exprimer ses problèmes de cœur, etc. Lui, je vous dis, il n'a aucun sentiment, aucune intelligence. On le surestime parfois. Mais il corrige ses biais. La toute dernière version, j'ai le droit à une petite anecdote. Il y a encore quelques semaines, on lui demandait que fait papa, que fait maman. Il a droit à une seule réponse. Vous le lui dites, il disait papa est dans le jardin, maman est dans la cuisine. Super. Donc il y avait, voilà, là on a un biais social évident qui fait que il y a beaucoup les bases de données ils travaillent statistiquement et donc on sait que c'est beaucoup de données qui viennent d'Amérique, Amérique du Nord, par des hommes blancs, voilà, tous ces biais qui reviennent dans ce qui nous ressort derrière. Bon, mais j'ai les nouvelles versions. Vous le ferez, mais c'est tout nouveau. La version qui est sortie il y a 4 jours, je crois. Il arrive à dire, papa est dans le cœur de ceux qu'il aime, un truc comme ça. C'est beau, c'est mignon. Pareil, enfin voilà, ça fait plaisir. Donc bon, voilà, mais là, derrière, il y a qui derrière? Il y a des éthiciens, très clairement, pour corriger ces biais, parce que les bases de données qu'il utilise, on ne sait pas les corriger. C'est ce qu'il y a sur... voilà. Merci pour l'anecdote intéressante. Même question pour le wagon, donc qui était quel type de formation pour les nouveaux métiers vous pouvez proposer ou vous proposez déjà? Alors pour les nouveaux métiers, je dirais plutôt, parce qu'on a dit vraiment énormément de choses très intéressantes aujourd'hui. Je ne voudrais pas répéter, mais je pense que 2, 3 peut-être idées, mais je pense que ce qui est très important, ce qui a été dit, c'est d'assurer des assises. Oui, il y a les nouveaux métiers, mais il ne faut pas aller trop vite et se précipiter. Et pour faire écho à ce que disait Céline, c'est très important d'avoir des projets professionnels qui soient construits avec France Travail, avec l'APEC, avec les organismes de formation qui vont pouvoir, ou les universités qui vont pouvoir accompagner justement les personnes en reconversion ou en montée en compétences. Et au wagon, nous, on est dans un créneau très précis. C'est-à-dire qu'on propose des formations courtes qui répondent soit à des besoins d'entreprise, soit des besoins du marché dans des régions comme l'Occitanie, où justement on a des besoins de personnes montées en compétences en data science, en data analyse, des développeurs qui sont capables justement d'utiliser des outils d'IA dans leur développement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'écoute de tout cet écosystème-là pour mettre à jour nos formations de manière vraiment régulière et toujours être dans cette écoute et cette réponse. Parce que bien évidemment, et je pense que ça doit être le cas de certains d'entre vous aujourd'hui, qui réfléchissez à changer de vie ou vous former, la réponse est de trouver la pertinence dans un projet construit et de trouver la formation qui vous convient et surtout, on l'a dit tout à l'heure et je voudrais juste accentuer sur ça, c'est de vous spécialiser, de trouver un domaine et aller dans ce domaine-là et de vraiment développer des compétences clés, qu'elles soient vraiment techniques mais aussi humaines, et on l'a dit tout à l'heure, pour comprendre l'industrie et vous positionner de manière intelligente, je veux dire, par rapport aux besoins du marché actuel. On va manquer de temps pour prendre des questions du public et je m'en excuse. Peut-être que vous aurez 1 minute ou 2 après si certaines personnes veulent directement venir vous poser des questions. Il nous reste 3 minutes, donc ça va être un peu court. Bon, dans 10 ans, est-ce qu'on est tous des cyborgs? Je ne sais pas. En attendant, comment on peut s'informer ou agir suite à tout ce qu'on vient de dire pour les personnes ici qui auraient envie de passer à l'action sur certaines choses ou d'en savoir plus? Vous avez une actu ou des pistes? Alors vraiment, dans les 3 minutes qui nous restent, donc rapidement. Je vous laisse la parole à nouveau. Vous avez une actu, vous avez... Oui, écoutez, on est en face de la porte, donc si vous voulez venir en parler, on est juste là toute la journée. Ok. Donc, puis je pourrais discuter avec vous si vous êtes intéressé par nos formations. L'actu, c'est la mêlée. Alors, nous, l'actu, elle est... Non, je disais un peu pour rigoler, mais en fait, on est vraiment en un stand en face. Donc, si vous voulez venir nous parler, vous pouvez venir nous voir. Mais justement, je pourrais vous inscrire à nos newsletters et pouvoir rester en contact avec plaisir. Okay. Merci. SCC. Nous, c'est la compétence, c'est la vraie stratégie aujourd'hui de chez SCC. Donc, au niveau RH, on base toute notre stratégie là-dessus, avec la mise en place d'un nouvel outil pour justement accompagner nos collaborateurs, nos futurs collaborateurs, et avec aussi le fait que il y a des ressources managers, donc mon poste, où on accompagne nos collaborateurs, on les suit au quotidien en collaboration avec la RH, les responsables ressources humaines, et également nos managers. Vous avez des sessions de recrutement prévues ou des job dating Cet après-midi, justement, très bien. à la mêlée. Ouais, parfait ça, parfait. Donc on peut vous retrouver, je crois que vous êtes juste à côté. Hein. Juste à côté.
Ok, super, merci beaucoup. Bon, il y a une actualité. Nous, c'est l'Université de Toulouse. Donc, vous allez sur le site de l'Université de Toulouse et vous avez un onglet Anity et toutes les formations actuellement référencées en intelligence artificielle, surtout Toulouse au sens large, c'est-à-dire l'ex-région Midi-Pyrénées, sont référencées. Voilà, n'hésitez pas à contacter les personnes en charge de ces formations pour de la formation tout au long de la vie, par exemple. Pas d'actu en particulier? Un prochain événement ou... Il y a les Anity Days, quand même, ouais. Ah oui. 25 et 26 novembre, voilà, sur Toulouse. Donc, qui seront, il va y avoir pas mal de com qui va être fait. Mais oui, c'est 2 jours où vous pouvez venir voir beaucoup. C'est beaucoup axé recherche, un peu moins formation. On a quand même pas mal d'excellence scientifique derrière tout ça, donc à Toulouse. Mais très bien, on va songer aussi à faire quelques actions de formation, mais c'est très très recherche. Mais je vous invite à venir voir quelles sont les dernières avancées en intelligence artificielle sur le site toulousain. Merci beaucoup, Céline. Il y a des sessions numériques emploi un peu tout le temps. Il y en a voilà, il y en a une aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui sont prévues d'ici la fin de l'année sur Toulouse, donc avec les collègues de Toulouse qui sont présents aujourd'hui et qui peuvent vous renseigner. Et il y en a aussi sur Montpellier, donc oui. Perpignan aussi. Perpignan. Ouais. Voilà, donc tous ces événements, toutes ces choses-là, vous pouvez les voir soit en allant voir le stand numérique emploi, et on vous montrera comment avoir ces rendez-vous, comment bénéficier de ces rendez-vous individuels. Et sinon, vous pouvez aussi vous rapprocher de Mes événements emploi, qui est notre plateforme où on met tous les événements qui se passent dans toutes nos agences. Et c'est toutes les semaines, c'est pas que sur le numérique, mais c'est des centaines d'événements organisés, des visites, des portes ouvertes d'entreprises, des visites de sites de formation, des découvertes de métiers, des job dating, des recrutements, des salons, des forums, etc. etc. Et puis sur Montpellier, alors de mémoire, parce que j'ai pas pris mon téléphone avec moi, il me semble que c'est le 17 et 18 octobre, on a le prochain hackathon. Donc il y en a eu un sur Toulouse il y a pas très longtemps, avant un premier semestre. Et là, on en fait un à Montpellier le 17 et 18 octobre. Donc pour recruter des développeurs. Merci beaucoup. On peut dire que France Travail a vraiment pris le virage du numérique pour le coup, et notamment en Occitanie. C'est difficile pour toi de le dire, mais moi je le dis puisque on se pratique bien. C'est gentil. Merci beaucoup. Peut-être juste pour ajouter... Très vite parce qu'on a terminé, Laetitia doit encore. Vraiment, juste une chose, l'enjeu c'est vraiment de se renseigner, c'est de prendre de l'info. Sur notre site, vous pouvez trouver plein de choses. Je voudrais rebondir sur les conférences de la Cité qu'on peut aussi suivre en visio. Moi, j'en suis régulièrement. Elles sont extrêmement chouettes, extrêmement enrichissantes. Donc voilà, soyez curieux. Merci. Laetitia ? Oui, merci beaucoup. Écoutez, la programmation de la Cité de l'économie et des métiers de demain, vous pouvez la suivre via notre site et surtout via la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai envie de vous donner rendez-vous pour effectivement la prochaine conférence inspirante qui aura lieu le 3 décembre. C'est à Montpellier. Toutefois, vous pouvez le suivre de Toulouse en streaming. On travaillera sur la notion de commun. Est-ce que donc l'eau qui est une ressource naturelle est un commun? Est-ce que l'entreprise n'est-elle pas un commun? Est-ce qu'Internet n'est pas un commun? Et a-t-on d'autres communs à recréer ensemble dans un monde qui désagrège beaucoup? Et c'est mon dernier mot. Dans un monde qui désagrège beaucoup, il est urgent de créer des objets qui réagrègent. Donc voilà, c'est sur tout ça qu'on s'interrogera le 3 décembre. Merci beaucoup, c'est un joli mot de la fin. Merci à toutes et merci à vous. Au revoir.